Bonjour, bienvenue dans l'émission numéro 2 du Talk Crypto. Alors la suite de la première émission avec Ève-Marie Dion du cabinet EMD Patrimoine. Bonjour Benjamin. Et cette fois-ci en réel. En présentiel, ça fait du bien. Pas à distance. Exactement. Bienvenue à Paris sous la chaleur. On en parlera un petit peu en préambule. Et avec Laurent Auvion du groupe DLPK qui vient nous enseigner un petit peu, enfin en tout cas nous faire part de sa connaissance sur le monde de la crypto. Bonjour Laurent. Bonjour Benjamin, bonjour Ève-Marie, vous éclairez autant que faire se peut. Je crois qu'on a eu de bons retours sur les premières parties qu'on a déjà réalisées et du coup mécaniquement on s'est dit que c'était tout à fait intéressant de venir aborder les sujets qu'on n'avait pas eu le temps d'aborder puisque vous étiez assez prolixe sur le sujet, Ève-Marie par ses questions et vous Laurent par vos réponses, et donc du coup on s'était dit que ça pouvait être effectivement intéressant pour les gens qui nous regardent d'avoir quelques éléments supplémentaires sur des sujets pas forcément toujours évidents. On va parler de blockchain, de transparence, TracFin, fiscalité aujourd'hui, donc pas mal de sujets à élaguer. Alors là, on est en pleine canicule à Paris, enfin en France d'ailleurs. Et ce qui fait aussi chaud sur le marché de la crypto en ce moment, Laurent? Il continue de faire un peu chaud, ouais. C'est-à-dire que on est dans la lignée de ce début d'année. C'est un Bitcoin qui continue d'évoluer plutôt en dessous des 20 000 $. On aurait préféré que ce soit un petit peu au-dessus, mais là ça rebaisse. Il y a un petit sursaut à 22 000 $, mais assez vite on est revenu en dessous des 20 000 et je suis pas certain que l'été soit très réjouissant malheureusement. Ouais, ni sur les cryptos, ni forcément sur les marchés financiers. Ève-Marie, vous en savez probablement plus que nous, mais ce sera un autre sujet. Ce sera un autre sujet, effectivement. Alors, pour enchaîner un petit peu sur les différents thèmes qu'on avait abordés la première fois, aujourd'hui, on va commencer. Je crois qu'Ève-Marie, vous avez une question sur. On a déjà parlé un peu de ce que ça peut être intéressant pour un client d'investir sur des crypto-monnaies. Il y a la partie entre guillemets plus-value, il y a la partie rendement. On avait bien dissocié la chose la dernière fois. Et là, vous étiez plus à vous poser des questions. Je crois que vous avez lu quelques articles sur le fait que est-ce qu'il est encore rentable pour les mineurs de créer des cryptos? C'est ça que vous m'aviez dit un peu en préambule. Oui, exactement, Benjamin. Donc moi, je rappelle, je viens en néophyte et en représenter les questions que pourraient se poser les CGP pour faire investir leurs clients et toutes les interrogations qui sont liées à cela. Moi, Laurent, je me pose la question aujourd'hui en lisant pas mal d'articles dans la presse sur la rentabilité pour les mineurs aujourd'hui avec le coût de l'énergie minée coûte de plus en plus cher et je vois un seuil aux alentours de 20 000 $ justement le Bitcoin pour que ce soit rentable pour eux pour miner. Quel est l'avenir du Bitcoin si jamais le cours persistait à 20 000, voire en dessous des 20 000? En dessous des 20 000. Alors, c'est une excellente question et ça permet d'aborder la résilience de ce qu'on appelle Bitcoin. C'est vrai que, on l'a évoqué la dernière fois, le principal coût de production d'un Bitcoin pour les mineurs, c'est l'énergie consommée. Donc on l'a expliqué que les mineurs aujourd'hui se dirigent plutôt vers les énergies renouvelables, si possible à bas coût, en tout cas à quantité infinie, etc., etc. Et qu'aujourd'hui, miner du Bitcoin sur des énergies fossiles, ça n'est plus rentable, et donc les mineurs s'en sont détournés. Mais on peut se poser la question légitimement de se dire, très bien, aujourd'hui le Bitcoin est à 20 000 $ avec sur les énergies renouvelables, un coût de production, un coût de Bitcoin qui est, on va dire, qui va osciller entre 9 000 en fourchette très très basse et 15 000 $. Donc tant qu'on est au-dessus de 15 000 $, on peut être assez serein pour les acteurs qui sont très tôt tournés vers les énergies renouvelables. Et on se dit, mais qu'est-ce qui se passe si le Bitcoin va à 8, à 6, à 3 000 $ comme il l'était il y a quelques temps? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un problème pour les mineurs. Pour Bitcoin et la blockchain Bitcoin, je rappelle, Bitcoin n'a pas été conçu pour avoir une contre-valeur en dollars, et du point de vue de Bitcoin, un Bitcoin égale un Bitcoin. Que ce soit 3 000 $ ou 30 000 $ ou 300 000 $, ça c'est plutôt pour ceux qui le minent et sur la capacité à revendre. Donc qu'est-ce qui peut se passer si on a un Bitcoin à 3 000 $? D'abord, il y aura moins de mineurs. S'il y a moins de mineurs, ça veut dire que le hash rate, ce qu'on appelle la puissance globale de calcul de l'industrie du minage, sera fortement diminuée. Et donc, l'équation qui est nécessaire de résoudre pour inscrire un nouveau bloc dans la blockchain sera plus simple. Alors, ça reste extrêmement complexe, mais du coup moins gourmand en énergie. Donc, de facto, les mineurs qui resteront là auront moins d'énergie à dépenser pour faire ce calcul et pour valider des transactions. Et puis, ce qui peut se passer malheureusement, si on a un Bitcoin qui reste durablement à 3 000 $, on va revenir
en 2017 ou 2016 avec un Bitcoin qui était à ce niveau-là, et vous aviez des gens à l'époque, des particuliers qui minaient chez eux, parce que c'était encore possible de miner chez soi. Et donc, on aura peut-être une industrie du minage qui sera moins professionnelle, moins industrialisée, entre guillemets, mais en tout cas, la sécurisation du réseau Bitcoin avec un grand B ne sera pas modifiée par rapport à ça, parce que vous vous retrouvez avec des gens qui disent finalement, moi, avec mon ordinateur chez moi, je peux miner, où on va avoir des coûts d'investissement sur les machines qui seront moins importants. Et donc, en termes de résilience, la blockchain Bitcoin continuera de fonctionner, continuera d'être sécurisée, et les transactions continueront d'être pertinentes. Par contre, oui, des industries, enfin des acteurs de l'industrie qui ont fait des investissements en se disant, moi j'imagine et je projette un prix de revient moyen à $22 000, oui, ils auront effectivement un gros problème. Donc, est-ce qu'il y a un risque de disparition finalement du Bitcoin ou du système de la blockchain si jamais il y avait un crack encore successif sur la monnaie, et est-ce que ça pourrait amener à un désintérêt pour les mineurs, un désintérêt complet? Alors, un désintérêt sur l'industrie du minage, oui, parce que comme toute industrie, si durablement le Bitcoin se stabilise à $3 000, ça va être compliqué de le faire différemment. Si on fait un parallèle avec le pétrole, pendant un moment, le baril de pétrole était à moins quelque chose. C'est-à-dire le prix du pétrole. Le coût du stockage, en fait, était trop important. Le coût du stockage était trop important, donc plus personne ne voulait de pétrole. Pour autant, on continuait de forer, on continuait de faire... Mais on était très interdépendant encore du pétrole, parce qu'on n'est pas encore du Bitcoin. J'en reviens à tout ce qu'on a dit la dernière fois. Vous avez aujourd'hui des économies qui alors non pas dépendantes, mais en tout cas qui s'appuient fortement sur Bitcoin, grand B la blockchain et petit b le jeton, pour faire tourner leur économie. Donc vous aurez toujours des acteurs qui seront intéressés par Bitcoin et qui continueront de l'utiliser. Par contre, ce sera peut-être un petit peu moins mainstream, mais le point sur lequel j'insiste, c'est qu'il n'y a pas de risque d'effondrement de la sécurisation de la blockchain Bitcoin du fait d'un prix qui soit extrêmement bas par rapport aux mineurs. Et donc, en fait, on aura simplement l'industrie du minage qui, là, pour le coup, prendra un sale coup, ça c'est sûr. Il y a un vrai risque sur cet aspect-là, mais ça, c'est un risque industriel. Comme pour ceux qui cherchent du pétrole, quand le pétrole est à 20 ou 30 dollars, et ça élague pas mal d'acteurs finalement pour qui c'est plus rentable. Exactement, on aura exactement la même chose. Par contre, sur la résilience de la blockchain en tant que telle, Bitcoin, sa sécurisation, la sécurité des transactions, la sécurité des portefeuilles et des jetons, tant que vous aurez des milliers d'ordinateurs interconnectés pour faire tourner la blockchain, il n'y a aucun risque en tout cas systémique ou de valeur, de résilience de la part de la blockchain. J'allais y venir parce que la blockchain est quand même une technologie d'avenir, et sans parler que de Bitcoin, ça va être une technologie sur laquelle il va y avoir bon nombre de transactions, même non financières, pour sécuriser des données. Donc c'est vrai que c'est une question qui est importante pour nous, conseillers néophytes, pour comprendre comment ça fonctionne, parce que en termes de sécurité des données, on a besoin de savoir comment fonctionnent les choses, et notamment le minage. Alors le minage, on l'avait décrit la dernière fois, et ce qu'il faut comprendre par rapport à cette question, c'est que plus vous avez de mineurs intéressés par une blockchain, plus la difficulté de calcul est importante, et donc plus l'énergie à consommer est importante. D'accord ? Si vous avez un désintérêt, ça s'autorégule à la baisse, ça devient plus simple. Je mets des guillemets, en tout cas c'est moins gourmand en énergie de résoudre l'équation, et donc c'est accessible à des entités qui sont un petit peu moins industrialisées, ou avec des investissements qui sont plus accessibles pour le tout à chacun, et donc vous avez quand même une résilience technique qui se met en place sur la blockchain. En fait, si je résume un peu l'interrogation et la question d'Eve-Marie, c'est si demain je décidais... Je deviens convaincu par les crypto-monnaies, et je décidais, par les moyens qui sont offerts aujourd'hui, en France en tout cas, de faire investir certains de mes clients sur les crypto-monnaies. Est-ce que j'ai pas ce risque finalement que tout s'effondre d'un coup parce que c'est plus rentable, et que ce système crypto finalement... dont on est beaucoup moins dépendant que le pétrole, même si tu l'expliquais Laurent, il y a maintenant certaines économies qui s'appuient sur ces technologies-là. Finalement, est-ce que j'ai pas ce risque de tout perdre ? Je peux baisser bien évidemment très fortement, on l'a vu récemment, mais j'ai peut-être pas ce risque de tout perdre et que ça disparaisse totalement. Voilà. Alors, le risque de tout perdre, oui, il existe. On l'a encore vu récemment avec des protocoles qui se sont effondrés.
Je reviens. Tu parles de Luna ? Je parle de Luna, par exemple. C'est juste pour. On peut le citer, c'est pas une marque. C'est juste pour essayer de. Mais qui avait été. En fait, les sous-entendus. Ce qui s'est passé avait été documenté, décrit, et le risque était identifié. Donc après, chacun a fait ses choix et chacun a pris son risque. Et ceux qui pensaient pouvoir avoir un rendement de 20% sans risque de contrepartie en capital, se sont rendus compte que c'était malheureusement pas possible. Je les invite à aller voir Ève-Marie Dion, voilà. conseiller en gestion de patrimoine, pour leur expliquer que ça n'est pas possible. Ah oui, pour dire ça. Que ce soit sur des tokens ou sur des fonds en euros, c'est pas possible. Ça fonctionne pas. Ce serait bien, mais ça fonctionne pas. Pour en revenir à la question de Bitcoin et de l'effondrement, je rappelle un peu comme un mantra, un client qui aujourd'hui achèterait un Bitcoin, si Bitcoin descend à $3000, il aura toujours un Bitcoin. Donc sa contre-valeur aura disparu, mais il aura toujours cette valeur-là de Bitcoin. Comme les unités de compte. Comme les unités de compte. S'il achète une action à 100 et que l'action vaut 10, il a toujours une action. Pour autant, la résilience de Bitcoin n'est pas liée. Enfin, Bitcoin, il n'y a pas de compte de résultat Bitcoin, il n'y a pas d'assemblée générale, il n'y a pas d'actionnaire, il n'y a pas de, etc., etc. C'est ce qui en fait son charme, peut-être au moins. En tout cas, c'est ce qui le rend vraiment différent. Et à mon sens, mais j'entends les arguments contraires, c'est ce qui effectivement le rend résilient et vraiment différent des classes d'actifs sur lesquelles on peut intervenir. Parce que au final, en 2140, il y aura, entre 8 et 10 milliards d'humains sur Terre. On ne sera plus là. On ne sera plus là, mais nos enfants, nos petits-enfants auront peut-être hérité de nos bitcoins. Au final, il y aura 21 millions de bitcoins disponibles pour entre 8 et 10 milliards d'humains sur Terre. Et donc, mais si on ne fait qu'une mécanique, on se dit, si on continue sur cet intérêt-là, il peut y avoir un intérêt de plus en plus important pour Bitcoin. Et donc, forcément avoir une valeur qui s'apprécie et qui augmente. Finalement, c'est un actif Ève-Marie Dion à proposer pour transmettre à ses enfants ou à ses petits-enfants, à ses arrière-petits-enfants. On retient, mais pour de la grande diversification. Mais pour revenir, oui, ça reste des actifs extraordinairement risqués et volatiles. Il faut y aller de manière extrêmement prudente et avec... je dis toujours, il ne faut pas acheter du Bitcoin parce que tout le monde vous dit d'acheter du Bitcoin. Il faut acheter du Bitcoin parce que vous avez compris, vous avez réfléchi à ce que c'était et que fort de ces explications que j'essaye modestement de donner, vous êtes forgé une conviction. Vous faites très bien, tu fais très bien, Laurent. Je ne suis pas là pour convaincre, je suis là pour expliquer. Une fois que les explications, si vous vous dites, compte tenu de tout ce que je viens d'écouter, je considère que la valeur de Bitcoin est importante et qu'elle est plutôt en mesure de s'apprécier, investissez dans le Bitcoin. Si vous considérez que non, n'investissez pas dans le Bitcoin. Mais ce qui est drôle par rapport à ça, pardon Ève-Marie, c'est que souvent dans la crypto, en fait, on voit des comportements moutonniers. En 2017, quand les cryptos... Pardon, pas que dans la crypto. Non, pas que dans les cryptos, c'est vrai que sur les marchés. Dans la finance, dans l'immobilier, mais sur la crypto, c'est encore un peu plus prégnant, je trouve. Et c'est assez dingue. C'est-à-dire que d'un seul coup, on vous dit ça part. Tout le monde, tous les jeunes, principalement des jeunes, vous lancent leurs économies. Ils ne les mettent plus sur un livret A, sur une assurance vie ou sur de la SCPI ou je ne sais quoi. Ou en action, ils vont aller le mettre sur de la crypto-monnaie. Alors, il y en a, ils ont très bien gagné. Puis en fait, ils vous disent, je suis monté, j'ai fait x2, x3. Et puis maintenant, je suis à moins 90. Parce qu'ils sont sur des effets moutonniers, on parlait de Luna ou des choses comme ça. Donc c'est assez drôle. Ça l'est effectivement sur d'autres classes d'actifs, mais c'est peut-être un peu plus important cet effet moutonnier qu'on voit par exemple le Dogecoin. À un moment, tout le monde allait investir sur le Dogecoin, qui est une crypto-monnaie qui ne sert strictement à rien. C'est même indiqué quand vous tapez sur les moteurs de recherche, crypto-monnaie qui a été créée pour s'amuser. Voilà, donc c'est quand même assez dingue. Ouais, c'est ce qui parfois nous fait un peu enrager, nous, parce que oui, il y a une forme de tout est possible, et donc ça veut dire que tout le monde a envie de se lancer, de lancer un jeton, etc. Alors, c'est moins vrai cette année. C'est quand même plus calme. C'est plus dur là de lancer des jetons. Et surtout, on a des projets qui sont plus sérieux. Et après, objectivement, on a très peu de recul sur les. Bitcoin a 13 ans, Ether en a 6. Ethereum en a 6, 90% des jetons qui sont cotés aujourd'hui ont moins de 3 ans. Donc c'est compliqué d'avoir un recul. Quand je parle d'un recul, c'est d'analyse fondamentale. Et donc on est aussi beaucoup basé sur l'analyse technique sur la partie crypto. Et qui dit analyse technique, l'analyse technique, sont des supports, des résistances à casser ou à pas casser. Et forcément, vous avez des phénomènes qui sont amplifiés parce que tout le monde
regarde les graphiques et tire ses projections de la même manière. Et donc, quand vous avez une cassure à la hausse ou à la baisse, elle est mécaniquement amplifiée parce que tout le monde s'est positionné plus ou moins de la même manière. Donc, mais c'est pour ça que j'insiste, il faut revenir à la notion d'expertise, à la notion de conseil, parce qu'il y en a dans la crypto. C'est pas le Far West qu'on veut décrire. Vous avez des projets qui, à un horizon 2 ans, 3 ans, 5 ans, sont extraordinairement intéressants. Ça ne veut pas dire qu'ils vont fonctionner, ça ne veut pas dire qu'ils vont faire x100, x1000, c'est pas du tout le propos, mais qui, en tout cas, d'un point de vue technique, c'est ce que tu évoquais sur la lame de fond technologique autour de la blockchain, autour de la désintermédiation, autour de la décentralisation, il y a des choses extrêmement intéressantes à regarder et à étudier. Tu nous avais parlé d'une crypto-monnaie qui avait pour objectif de financer le cinéma. Est-ce que Clapcoin. Le Clapcoin, est-ce que vous avez eu des échos depuis? Comment ça se passe? Parce que je crois que c'est quelqu'un de l'univers de la gestion de patrimoine en plus qui exactement. Pour l'instant, moi, j'ai pas eu forcément de retour. Je pense que peut-être Laurent en a un peu plus. Ils sont très contents du lancement. Alors forcément, c'est une période un petit peu délicate pour lancer un nouveau jeton sur le. Mais par contre, dans les échanges que j'ai eus avec eux, l'accueil, notamment dans l'univers du cinéma et tous les acteurs du cinéma, c'est un accueil très très positif sur ce nouveau mode de financement. Du côté de la communauté crypto, très bien accueilli aussi, en termes de vision et en termes de proposition de valeur. Après, le contexte actuel fait que s'ils avaient lancé le jeton il y a un an, ça aurait été un peu plus mais, porteur. Mais les chiffres sont plutôt beaux de ce que j'en sais. Donc en tout cas, ça reste très prometteur et très intéressant. Et pour nous, CGP, on voit une vraie lisibilité sur le projet au moins. Et c'est peut-être qu'on recherche quand on fait investir nos clients, c'est de comprendre ce qui est financé. Et là, pour nous, en tout cas, qu'on soit adepte ou non des cryptos, le projet au moins est clair.